Maintenant, tâchons de nous représenter la dynamique du système dans sa globalité au moyen d'une analogie. On va comparer la communauté mondiale à une baignoire. La monnaie centrale émise par les banques centrales représente l'eau, la vraie. Mais le niveau est donc bien inférieur à ce dont la communauté a besoin. Alors, les banques privées ouvrent le robinet du crédit à la demande solvable et mettent ce que l'on croit être de l'eau, mais qui n'en est pas, dans les réservoirs, c'est-à-dire dans les comptes des emprunteurs. En réalité, elles ne font qu'inscrire sur la paroi du réservoir la quantité d'eau qu'elles s'engagent à y verser, mais nous laissent croire que l'eau y est contenue. Comme elles savent qu'il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que tout le monde vienne tirer toute l'eau en même temps, elles se permettent ce jeu en trompe-l'œil. L'essentiel est qu'aux yeux du monde, il y ait en apparence toute l'eau qu'il faut dans la baignoire et que les gens le croient. Mais cette eau apparente, ne l'oublions pas, est prêtée. Elle ne reste donc pas dans la baignoire et elle est de plus soumise à paiement d'un intérêt. Tous les jours donc, au rythme des échéances prévues, une partie s'évacue par la bombe d'évacuation et chaque emprunteur doit restituer au fil du temps plus que ce qu'il a reçu, de sorte que ce qui est dû est toujours supérieur à ce qui a été versé. Quelles sont les conséquences de cela ? Représentons-nous bien les choses. Argent égale dette. Toute la monnaie qui circule dans le monde est associée à une dette. Pas de dette, pas d'argent. Si toutes les dettes étaient remboursées en cet instant, non seulement il n'y aurait plus un sou vaillant dans le monde, mais on devrait encore de l'argent. Dans ces conditions, nous sommes placés malgré nous en situation de lutte les uns contre les autres. L'emprunteur doit aller chercher dans la poche des autres le montant des intérêts qui ne faisaient pas partie du prêt. Or, les autres ont exactement le même problème à résoudre. Cela crée nécessairement une tension et une logique de chaise musicale. Les perdants sont acculés à la faillite et à la perte de leurs avoirs. Si un mécanisme compensatoire ne venait pas contrarier cette logique, on assisterait à un appauvrissement progressif généralisé de la société au seul profit de quelques-uns jusqu'à ce que la baignoire soit entièrement vidée. La crise actuelle, d'ailleurs, rend visible ce phénomène car le mécanisme compensatoire est grippé. Quel est-il, ce mécanisme ? L'endettement exponentiel. Eh bien oui, telle est la parade à l'assèchement progressif de la baignoire. Réemprunter. En augmentant le débit au robinet d'alimentation, autrement dit en stimulant la demande de crédit, on peut compenser le surplus exigé à la bombe d'évacuation et ajuster le niveau d'eau dans la baignoire. Mais ce jeu conduit fatalement au surendettement et à l'asservissement des peuples. C'est ce à quoi nous assistons. Les dettes publiques et les dettes privées atteignent de tels sommets que les prêteurs redoutent le défaut de paiement. Tandis que d'un côté, les citoyens voient les frais bancaires s'envoler, et ils doivent aussi, au nom de la réduction de la dette publique, pour rassurer les marchés, selon la formule consacrée, accepter des impôts supplémentaires et l'austérité dont la conséquence première est le démantèlement des services publics et des protections sociales. Il faut voir dans la dette non pas le fait qu'on vive au-dessus de nos moyens, comme on aime à nous le reprocher pour justifier les mesures draconiennes qu'on nous impose, mais le résultat de la dynamique qui anime le système dans son ensemble. Comment pourrait-il ne pas y avoir de dette, puisque sans dette, il n'y a pas d'argent? Mais il est tellement plus simple et lucratif pour ceux qui en tirent profit de culpabiliser le citoyen plutôt que d'admettre que la monnaie est effectivement une dette par nature, mais que c'est une dette de la société envers sa population et non de la société envers les banques. Fondamentalement, c'est les banques privées qui créent la monnaie. Les banques qui aujourd'hui sont des banques à la fois commerciales, tournées vers le public, et des banques d'affaires, tournées vers l'industrie. Ce sont elles qui décident de fabriquer de l'argent. Il faut voir que c'est un pouvoir exorbitant qui est donné à des personnes privées. C'est le sang de l'économie, la monnaie. C'est le droit de faire vivre les gens. Il
Il faut voir que par la création monétaire, le fait que la création monétaire soit monopolisée par des personnes privées, ça veut dire que le contenu de la vie des individus est monopolisé par des personnes privées. Parce que demain, je vais décider que moi, je fais confiance aux pétroliers, ou je fais confiance aux producteurs de mines antipersonnelles, ou je fais confiance aux producteurs de je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, je le décide dans mon petit coin de banquier à, on va dire, 100 personnes sur le marché de New York. Nous comprenons que ce qui vient d'être dit là est difficile à comprendre parce que nous avons la tendance à considérer la situation à partir de notre situation personnelle. Vous pouvez vous dire, mais moi je ne dois pas d'argent à quiconque. Mais il faut considérer la chose dans sa globalité. C'est cela que nous essayons d'expliquer. Tout l'argent est emprunté par la société, même si vous n'avez pas emprunté d'argent. L'argent que vous avez a été emprunté à un moment quelconque ou dans un autre lieu par d'autres personnes. Peut-être êtes-vous en train de vous demander, mais pourquoi donc nos gouvernements persistent-ils à suivre une voie aussi hasardeuse qui ne fait que démontrer ces imperfections? C'est que, voyez-vous, ce qui est vécu comme erreur et dysfonctionnement par les uns assure la fortune et les privilèges de quelques autres. Tout dépend où on se place. La finance mondiale est dominée d'une part par la City de Londres, État dans l'État, entièrement aux mains des banques privées, et par Wall Street aux États-Unis, où par ailleurs la Banque centrale, la Federal Reserve, n'est pas un organisme public, mais un cartel de banques privées. Certes, la Banque de France est un organisme d'État, de même que la Banque du Canada. Quant à la Banque centrale européenne, elle appartient aux États membres. Mais, histoire de bien verrouiller les choses, les banquiers ont obtenu que les banques centrales soient indépendantes du pouvoir politique, ce qui les rend du même coup totalement dépendantes des banques. Vous observerez que si l'indépendance des banques centrales est clamée comme étant un verrou essentiel à une saine gestion, celui de la dépendance aux intérêts des banques est totalement passé sous silence. Cette indépendance par rapport au pouvoir politique n'est pas neutre, car elle place le pouvoir financier au-dessus du politique dont on ne peut que constater combien il lui est aujourd'hui soumis. Si vous hésitez encore à le croire, voici un extrait d'article publié par le journal Le Monde sur son site le 2 janvier 2012, intitulé « Pourquoi faut-il que les États paient 600 fois plus que les banques ?» Un juge américain a récemment donné raison aux journalistes de Bloomberg qui demandaient à leur banque centrale d'être transparente sur l'aide qu'elle avait apportée elle-même au système bancaire. Après avoir épluché 20 000 pages de documents divers, Bloomberg montre que la Réserve fédérale a secrètement prêté aux banques en difficulté la somme de 1200 milliards au taux incroyablement bas de 0,01%. Au même moment, dans de nombreux pays, les peuples souffrent des plans d'austérité imposés par les gouvernements, auxquels les marchés financiers n'acceptent plus de prêter quelques milliards à des taux d'intérêt inférieurs à 6, 7 ou 9%. Deux poids, deux mesures, voyez-vous. Quand les banques sont en difficulté, elles bénéficient de toutes les faveurs au meilleur compte, mais quand ce sont les États, eux, ils doivent payer le prix fort. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, considéré du pas de porte du citoyen ordinaire, le système dysfonctionne, mais considéré de celui de l'actionnaire bancaire, il est des plus efficaces puisque toujours gagnant. Tout va bien, les profits sont pour la banque, rien ne va plus, les pertes sont pour les peuples. Pile je gagne, face tu perds. La croissance, c'est un concept bizarre, parce que c'est quelque chose qui pour nous est familier, et nous vivons dans une société de croissance, nous vivons dans une idéologie de croissance, c'est une espèce d'évidence, et en même temps, si l'on pose un regard sur l'histoire des sociétés humaines, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui n'est propre qu'à l'Occident, et à l'Occident, disons, depuis 3 siècles, en gros, depuis ce qu'on appelle la révolution industrielle anglaise. C'est un concept très bizarre, d'ailleurs impossible à traduire dans la plupart des langues non européennes, et parce que la plupart des sociétés humaines n'imaginaient pas qu'elles devaient se mettre sur une trajectoire où demain serait mieux qu'aujourd'hui et où plus, ça serait toujours mieux.
Donc elle pensait qu'elle devait réaliser le bien commun ou un certain niveau de satisfaction, et puis on s'arrêterait là. La croissance, ça peut avoir un sens. On pense que c'est une image que les économistes ont reprise de la biologie, en particulier de la biologie évolutionniste. On pense que les organismes vivants, une graine qu'on met en terre, germe et croît. Les plantes croissent. Mais les plantes croissent et meurent. Nous, la société moderne pense que la croissance économique est quelque chose d'illimité. C'est ce côté illimité qui pose problème, parce qu'évidemment, on peut penser qu'il est raisonnable, par exemple, lorsque l'on a un déficit alimentaire ou un déficit de n'importe quoi, de quantité d'eau, etc., de s'efforcer de résoudre ce déficit, donc de faire croître la production d'aliments ou de faire croître la quantité disponible d'eau ou éventuellement de faire croître la santé, etc., jusqu'à un certain point. Mais nous avons fait de la croissance une sorte de mot fétiche, c'est un peu tout et n'importe quoi, y compris la croissance des pollutions, la croissance des maladies, la croissance de l'intoxication, etc. Et pour cette raison, c'est un concept pervers, parce qu'effectivement, il est inconcevable, dans un monde fini, qu'il puisse y avoir une croissance infinie. Lorsqu'on évoque le terme croissance économique, on a un indice qui est devenu une sorte de fétiche aussi de cette croissance économique, qui est le produit intérieur brut ou le produit national brut par tête ou global. Donc on se réfère à un indice statistique qui est censé évaluer la richesse, mais comme on le sait, en fait, dans cette richesse, il y a un peu tout et n'importe quoi, y compris la pollution, et y compris les dépenses faites pour détruire la pollution, si bien que les catastrophes sont à la fois des bonnes nouvelles pour la croissance du produit intérieur brut, et les remèdes que l'on y apporte sont aussi des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est cette croissance de la richesse mesurée par le produit intérieur brut est censée mesurer en fait quelque chose qui était une idée neuve en Europe au XVIIIe siècle, qui est le bonheur. Donc le bonheur se mesurerait par la croissance du produit intérieur brut, ce qui signifie pour les citoyens en fait la croissance de la consommation. Consommer toujours plus. Et là encore, on voit bien l'absurdité du concept du fait de son caractère illimité, puisque consommer toujours plus n'a pas de sens au-delà d'un certain seuil.